Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 40 millimètres. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'un peu spécial, puisque ce n'est pas une marque de montre, ce n'est pas un designer, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude, c'est pas un youtubeur sur le métier des montres. Aujourd'hui, on reçoit David qui va nous parler de son produit. Mais avant ça, David, on va parler un peu, toi, de ton parcours pour comprendre un peu comment t'en es arrivé là. Si je peux vous donner un indice, hein, et on va très vite savoir quel est le produit de David, hein, mais moi, je fais partie des gens qui sont en train de préparer un marathon, le marathon de Paris. D'ailleurs, j'ai un autre podcast sur lequel je parle de cette prépa. N'hésitez pas à regarder, je vous le mettrai le lien en bio, évidemment. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je porte ma petite Humber Draw HD1 édition GGN et ma Coros Keeprun GPS 500 qui du coup me suit partout pour que j'ai tous mes battements par minute, mon suivi du sommeil, et celle-là parce que je kiffe l'horlogerie, comme vous le savez. David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Du coup, David, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Et on va commencer par ton parcours académique. Alors, académiquement, moi j'ai toujours aimé la technologie, donc j'ai fait un parcours d'ingénieur relativement assez classique. J'ai fait Centrale Supélec en 99. Et puis, comme j'ai toujours été également partagé entre le business et la technologie, j'ai complété ça par un executive MBA un peu plus tard à l'INSEAD en 2012. Ok. Et ça sert à quoi un MBA déjà? Un MBA, ça permet en fait de compléter la palette d'un manager. Ça te permet de voir les angles de la finance d'une entreprise, le marketing, le management, les opérations. Voilà. Donc Ça te sort de l'opérationnel. voilà, c'est vraiment, ça te permet de prendre des rôles de DG ou de comité de comité de direction, et d'avoir à la fois l'angle stratégique et l'angle opérationnel et financier sur une entreprise. Ok. Et une fois que tu fais ces études, tu te diriges vers quel type d'industrie? Qu'est-ce que tu fais? Alors après mon école d'ingénieur, j'avais fait en fait pendant mes études un voyage aux États-Unis. J'avais découvert les États-Unis, j'ai découvert New York, et j'étais tombé amoureux de cette ville. Comme beaucoup de gens. Et en fait, j'ai décidé après avoir passé un mois aux États-Unis et d'avoir fini à New York que ce serait là-bas que je travaillerais pour la première fois. Donc, Ok. j'ai pas vraiment choisi une industrie ou un métier, j'ai choisi un lieu. Et je suis parti en fait aux États-Unis, à New York. J'ai fait un stage qui s'est transformé en boulot ensuite. Je travaillais pour Danone. Ok. Et j'ai fait du contrôle de gestion, donc vraiment de la finance et puis de la modélisation budgétaire. Ça a été passionnant. Je suis quelqu'un de très curieux, donc voilà, j'ai découvert une entreprise, un métier. Ok. Et t'y es resté du coup dans cette industrie Alors ou... j'y ai passé un peu plus de 2 ans et demi. Non, je suis pas resté dans cette industrie. Ok. J'y ai passé 2 ans et demi. Je suis parti de New York juste avant le 11 septembre. Ok. Parce que Danone a déménagé en fait en Californie. Donc j'ai été en Californie pendant un peu moins d'un an. Dans quelle ville du coup? J'étais à Pasadena, juste à côté de Los Angeles. Ok. Ça a été une belle expérience, mais j'ai beaucoup moins aimé que New York. Ok. Et au bilan, en fait, je suis revenu. Même le soleil, non? Le soleil, si ça son plaisir. Je t'avoue qu'aller le midi à la piscine, c'est pas mal. Ouais. La plage, ouais, on va dire c'est les plaisirs de la Californie, mais moi j'aime les gens, et en fait à Los Angeles, tu es en voiture tout le temps, tu ne marches pas, tu rencontres très peu de monde, donc voilà, c'était pas la vie que j'avais envie de vivre. Puis je suis rentré à Paris, je devais repartir aux États-Unis, puis j'ai rencontré ma femme, et au bilan je suis jamais reparti. Et alors, t'es rentré à Paris, t'as rencontré ta femme à Paris du coup? J'ai rencontré ma femme à Paris, et puis Ok. et puis finalement je suis resté, je ne suis jamais reparti aux États-Unis. Ta femme qui est aussi du métier ou rien à voir? Rien à voir, elle est dans les métiers juridiques. Ok. Ok, très bien. Complètement différent. Donc tu te réinstalles à Paris. Donc je me réinstalle à Paris, et puis je deviens consultant pendant à peu près 7-8 ans Ok. dans des grands groupes, d'abord chez Orange,
Je lance plein de projets qui aujourd'hui paraissent évidents, mais la portabilité des numéros, changer d'opérateur sans changer de numéro, il a fallu le faire. Le quadruple play, la 3G, les MVNO. Donc je participe au sein d'Orange sur le lancement de tous ces nouveaux produits et Incroyable. services. Et du coup, alors attends. Portabilité, c'était une mission pour Orange ou alors C'était une toi? mission pour Orange. J'étais au sein d'Orange et je OK. faisais partie de l'équipe qui mettait en place la portabilité des numéros avec les autres opérateurs. OK, donc chaque opérateur avait une task force Exactement. et vous deviez vous mettre d'accord Ouais. pour, alors on digresse, de ouf, Mmh. mais comment ça marche du coup la portabilité? Alors, il y a un référentiel en fait, commun, de tous les numéros de téléphone OK. et en fait chaque opérateur a une plage de numéros qui lui est attribuée et Oui, au moment où en fait où un client demande une portabilité, d'accord. on émet un code qui permet de valider qu'il est bien, qu'on appelle le code RIO, qui permet de valider qu'il est bien Ouais. le propriétaire du numéro. OK. Et ensuite, voilà, ça l'inscrit dans un registre et pour une date et à la date X, l'abonnement est désactivé chez Orange par exemple Ouais, et moi c'est activé plus chez le transfert SFR. de numéros, comment ça se passe? Enfin, c'est C'est quoi c'est sur ça se matérialise comment du coup? ce sont des ordres techniques qui passent d'un système d'un système à l'autre, des systèmes d'Orange à ce système interopérateur. En fait, tout le principe Est-ce que c'est de la genre portabilité. un méga fichier Excel avec tous les numéros Non, c'est et un système non, mais industriel, bien sûr, non, mais voilà, mais j'essaie mais c'est d'imager le truc. oui, oui, J'essaie d'imager le truc, c'est le donc même un méga principe. fichier Ouais. avec, donc en ID les RIO et les numéros de téléphone en Oui, nom du coup et je sais pas, SFR à de la ligne A à la ligne B ou voilà. exactement et puis tu peux changer et au moment où tu changes de numéro, on réattribue le numéro spécifique à un autre opérateur D'accord. qui reprend la main sur tout le routage. OK. OK. Ce qui serait à peu près l'équivalent du DNS sur internet, C'est le même principe, si exactement. on doit Mmh. comparer. Ouais. Très bien et les MVNO du coup, c'est quoi? C'est tu fais C'est les deals avec les nouveaux opérateurs les opérateurs virtuels, en fait. C'est les opérateurs qui n'ont pas leur réseau, leur propre réseau, type l'énergie Énergie Énergie Mobile, Mobile, la Virgin Poste, Mobile, Virgin Mobile, et cetera. Et qui utilisent, en fait, les réseaux, des opérateurs, physiques et pareil, ils ont des plages de numéros attribuées. Ils signent des accords avec Orange et mais toi puis, ton rôle du coup sur la mise en place, c'était quoi? c'était de la commercialisation. Moi, j'étais vraiment sur parcours client de distribution. Comment on fait finalement pour activer une ligne, comment on fait pour vendre un MVNO, que ce soit en distribution physique, que ce soit à l'époque par courrier, parce qu'à l'époque tu pouvais souscrire un abonnement par courrier ou en ligne sur Internet. OK, dingue. Ah oui, non, c'est des trucs qui m'ont passionné en tant qu'utilisateur, parce que du coup, ça a été un peu des révolutions et puis, surtout depuis l'arrivée de Free, où justement on a découvert un peu ce système on a compris, enfin je regardais moi du coup derrière les MVNO qui est le et alors, comment c'est possible qu'un MVNO peut avoir un deal avec 2 réseaux? C'est possible ça? Alors, en général, oui, c'est possible, mais en général, ils signent un deal, mais après avec un opérateur, mais si jamais ils sont plus contents des conditions commerciales, ils peuvent Mais signer en avec un même autre. temps, c'est possible? Parce que je me souviens que moi, Énergie Mobile ou Alors, Virgin Mobile, ils pour avaient moi, oui, hein. Orange et Oui, SFR en même bien temps? sûr, en fait, c'est une histoire de plage de numéros et de contrat, au moment où ils provisionnent les numéros de téléphone, ils le provisionnent avec un opérateur ou avec un autre. Passionnant, Donc incroyable. voilà. Je pensais pas du tout qu'on allait parler de ça, mais Mais voilà. moi ça me va aussi. Heu, Ouais, ça me ramène Là, bien on est en en quelle arrière, année ouais. là, du coup? Là, on Les est années Orange? entre 2002 et 2006. Ah oui, donc personne ne parlait de ça à l'époque, c'était Bah non, vraiment, c'était le lancement, même, on va dire l'e-commerce, pareil, je faisais partie de l'équipe qui a lancé, la partie e-commerce, chez Orange, donc voilà, comment vendre à distance, comment vendre par téléphone, vendre par courrier ou vendre sur internet. fou. OK. Alors des Donc trucs qui nous semblent évidents aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, voilà, sont des choses qui sont évidentes, mais il a bien fallu les lancer à un moment et moi, voilà, je me suis vraiment spécialisé finalement sur le lancement de nouveaux produits, de nouveaux services. OK. Heu, En tant que consultant? En tant que consultant, ce que j'ai fait ensuite, également pour la Caisse nationale des caisses d'épargne, donc dans la banque. Donc OK. tu me demandes est-ce que je suis resté dans cette industrie? Non plus. OK. Voilà et puis, j'ai lancé un Donc pour le coffre-fort virtuel. Ouais. OK.
un coffre-fort virtuel. Donc c'est l'équivalent de Google Drive ou de Box, mais voilà, c'est une banque qui le fait, et donc les documents ont une valeur une valeur certifiante en fait quand tu les déposes là-bas. Tu pouvais déposer un testament sur cet espace-là. Et puis j'ai aussi un petit peu travaillé sur le lancement d'une plateforme de paiement de personne à personne. Qui s'appelle Lydia, non? Non, Lydia est venue beaucoup plus tard. Là, c'était sur l'e-mode de Bouygues. C'était Oui, oui, bien sûr, bien voilà, sûr. Ok. voilà. Donc voilà, c'était une plateforme faite par la Caisse d'épargne, mais qui a pas duré longtemps. Ok. Donc J'en ai voilà. pas entendu. Voilà, Ouais. j'ai aidé un petit peu là-dessus. Ok. Donc voilà, donc lancement de nouveaux produits, lancement de nouveaux services. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que en fait, j'aimais bien créer, j'aimais bien lancer des choses, et que les grands groupes voilà, avaient pas nécessairement la vélocité. Ils avaient les moyens, mais ils avaient pas nécessairement la vélocité que moi je recherchais. Ok. J'avais envie d'aller vite. Ok. Voilà. Donc Quand tu dis vélocité, est-ce que tu peux définir vélocité par rapport à agilité, par exemple? alors l'agilité, si tu veux, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire, si tu considères que travailler la souplesse d'un corps, c'est tous les jours faire la même série d'entraînements, la même série de gestes qui vont faire que tu es souple. Ok. Ou que tu es agile. En fait, l'agilité, c'est exactement la même chose. C'est une séquence d'opérations bien définie, répétée, et sur laquelle tu es en maîtrise, Ok. et qui te permet finalement de facilement t'adapter. Ok. Et piloter. La vélocité, c'est la vitesse. Ok. Donc c'est voilà, je suis quelqu'un de plutôt impatient. Ok. Même si j'ai l'air assez calme, je bouillonne toujours à l'intérieur, et donc voilà, j'avais besoin d'un peu plus de vélocité. Et puis je me suis lancé plus dans un univers plus entrepreneurial à ce moment-là. J'ai monté un projet, un startup studio. J'ai choisi la bonne année, c'est 2008, la crise des subprimes. Et Et donc c'était quoi le voilà, principe? c'était en fait, c'était un startup studio qui lançait plusieurs concepts de sites internet, de mise en relation autour de l'audio-vidéo. Ça n'existait pas non plus à l'époque. Ok. L'audio-vidéo était à vraiment le chat audio-vidéo, les messages audio-vidéo étaient à leur tout démarrage. Bon, voilà, il y a l'un des membres de ce startup studio faisait un site de rencontre. Ok. Moi, je m'occupais d'un site d'emploi C'était pas audio-vidéo. Xavier Niel qui traînait par là ou non, non? J'aurais bien aimé, mais non, c'était pas Ok. lui. Ok. Et puis il y avait également une autre personne qui travaillait sur un site d'enchères audio-vidéo. Ok. Et puis il y avait quelqu'un qui devait arriver pour lancer un site d'immobilier audio-vidéo. Donc on était vraiment sur des éléments communs, des socles communs, et puis mais par contre des services de mise en relation différents avec des objectifs différents. Donc voilà, il y avait vraiment une thématique. Malheureusement, voilà, 2008 a été ce qu'elle a été, et voilà, on a dû revenir à la réalité parce qu'on n'a pas pu trouver de fonds. Ok. Et j'ai opéré un deuxième startup studio, mais pas pour moi cette fois, pour le fonds d'investissement Otium Capital, qui appartient à Pierre-Édouard Sterrin, le fondateur de Smartbox. Ok. Et je m'occupais vraiment de toute la partie opérationnelle. Il y avait des dirigeants de start-up qui lançaient chacun des start-up des nouveaux concepts de coffrets cadeaux, concurrents de Smartbox. Et moi, j'étais le pilote d'une équipe opérationnelle qui se chargeait de délivrer, on va dire, ces coffrets cadeaux et leur Donc Sterrin essayait de créer sa concurrence. Alors voilà, son hypothèse, c'était j'ai le numéro 1, je veux le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Bah tu suis là-dessus? Tu l'accompagnes? J'ai fait un an sur ce startup studio. Les coffrets cadeaux qui ont lancé ont pas eu le même succès que Smartbox. C'était des concepts un petit peu disruptifs. Et puis j'ai rejoint l'une des participations du fonds d'investissement qui s'appelle Weekendesk. Ok. Qui est un acteur du voyage. C'est un site de voyage en ligne qui est spécialisé sur les courts séjours thématiques et les week-ends, et qui était en France à l'époque. J'ai eu un bon fit avec l'équipe dirigeante.
Et puis voilà, j'ai eu envie de l'accompagner pendant 3 ans et en fait, on a vraiment mis en place la gouvernance de l'entreprise, le comité de direction et puis la société est passée de la France à l'Europe. On a lancé 4 nouveaux marchés. Et Ça puis tourne encore, Weekend oui, Desk? bien sûr, ça tourne OK. encore. Et de 15 millions d'euros à 45 millions d'euros de volume d'affaires. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui l'Espagne qu'on avait lancé à l'époque est quasiment aussi gros que la France pour Weekend Desk. Donc c'était une aventure très sympa. J'ai beaucoup aimé travailler dans le voyage. OK. Waouh, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'industries C'est pas fini. et c'est pas fini et Non. du coup, vas-y, OK, je Donc t'écoute. après j'ai eu une autre aventure entrepreneuriale, mais dont je parlerai pas parce que c'était une mauvaise association. OK, Et puis je suis passé, j'ai travaillé dans la conciergerie privée. OK, Donc dans une société qui s'appelle John Paul. Je connaissais le fondateur avec qui on avait été à Centrale Supélec ensemble. Et puis je l'ai rejoint pour travailler au sein du comité de direction. Et puis voilà, la société est passée de 100 personnes sur les Champs-Élysées à 1000 personnes dans le monde. OK. Elle a été rachetée par le groupe Accor. Donc ça a été OK, rien à super voir avec la aventure. vague, Airbnb du coup? Alors, non, rien à voir avec on est vraiment sur du service de conciergerie, c'est-à-dire, C'est que le des mot a été personnes, galvaudé du coup, voilà. concierge, OK. Des personnes qui ont en fait, un besoin. C'est beaucoup de réservations d'hôtels, de voyages, de taxis, de restaurants, C'est quoi le de la modèle? billetterie. Un modèle en marque blanche. En fait, aujourd'hui, ça se fonctionne d'ailleurs toujours aujourd'hui comme ça. C'est essentiellement en fait les constructeurs automobiles et les émetteurs de cartes de paiement, Mmh. donc Visa, Mastercard, Orange d'ailleurs qui sont lancés, Orange, aussi. Parnasse, Ouais, avec Parnasse qui Orange, s'est Parnasse, et c'était opéré par John Paul, Parnasse. OK. Et donc en fait derrière, à chaque fois qu'il y avait un service de conciergerie, c'était John Paul qui l'opérait. Donc c'était un super service client avec qui tournait en 24/7 et qui avait Mais des pour le client process. en B2C, c'était quoi le modèle? Il payait sa cotisation à Visa OK, ou il payait pendant 1 an le service à DS ou à Lexus, OK. et il avait le Ça coûte combien? Juste par curiosité à peu près? en Tu te fait souviens la des ordres de grandeur, alors la souscription, en fait un abonnement à Visa, suivant le niveau de carte, ça doit coûter entre 250 et 500 €. Tu as d'autres services dedans qui sont des services d'assurance et en plus tu as le service de conciergerie. Donc voilà. qui est inclus? Donc Qui est c'est-à-dire qu'il y a pas de inclus. surcoût sur, T'as pas une de réserve? surcoût. En fait, ils l'ont modélisé dedans, hein. C'est pas qu'il y a pas de surcoût. OK. C'est pas une association à but non Non, lucratif. mais est-ce Mais que par exemple il y a un système d'affiliation pour, John Paul qui du coup touche une com sur, tous les clients non. qu'il envoie sur tel Non, ou non, non, tel? non. En fait, ce sont des bases captives, c'est-à-dire en fait, le contrat est signé avec une banque ou avec Visa. L'intégralité, chaque fois qu'il y a un porteur de carte qui est là, il arrive, il est directement onboardé et accueilli par John Paul. Et puis derrière, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il téléphone à John Paul, il envoie un email, il va sur la Le mobile et le il nom est demande. génial, John Paul, Ah, j'ai c'était le concept du butler anglais justement. OK. Voilà. OK, OK. Incroyable. Bah, je continue à t'écouter David, ça me Voilà. passionne, Après voilà, j'ai passé 2 ans au BCG. J'ai juste une petite Ouais, bien question sûr. David. Qu'est-ce qui te fait bouger? Est-ce que tu te fais chier? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce qu'on te débauche? À chaque Alors, fois, qu'est-ce qui te fait changer et qu'est-ce qui te fait pivoter? alors, c'est jamais l'argent. OK. C'est pas le driver principal. Ça fait partie de l'équation, mais c'est pas le driver principal. Heu, Moi, je pars quand j'apprends plus. OK. Quand je considère que j'apprends plus et que j'ai plus de moteur pour y aller le matin. Et je rejoins en fait une équipe, je rejoins des personnes, je vis une aventure humaine. Mais à un moment en fait, il faut avoir son moteur. Et moi, mon moteur, c'est la créativité et c'est le fait d'apprendre. OK. Voilà. Donc quand j'arrive au bout d'un cycle et que je considère que voilà, je suis plus à ma place, je préfère partir. Bon, chaque personne, il faut le reconnaître, chaque personne correspond à une étape du développement d'une entreprise. Et on est fait pour passer de 100 à 1000 personnes, pour passer de 2000 à 5000 personnes. Il faut reconnaître ce pourquoi on est bon, et puis se dire bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis après, quand on a envie d'apprendre autre chose, ben on change. OK.
Et donc après John Paul. Après John Paul, j'étais au BCG. Ah, Boston Consulting Group. Je connais maintenant puisque la dernière interview que j'avais faite, c'était avec Pierre Chapon qui, du coup, en est sorti également. Qu'est-ce que tu fais chez BCG? Qu'est-ce que je fais au BCG? Je les rejoins dans l'équipe de Transfo Digital. Ok. Qui travaille À Paris, hein. à Paris, Okay. sur le bureau parisien. Je l'ai rejoint en 2019. Donc voilà, mi 2019. Très belle boîte, très belle culture, une vraie école. Honnêtement, même après 20 ans d'expérience, j'ai appris énormément là-bas. Sur la façon de penser, sur la façon de poser un problème. L'expérience a été un petit peu teintée parce qu'il y a eu le Covid. Ok. Donc voilà, on va dire que c'était une boîte. C'est dur quand même le BCG en remote. C'est le point en fait, c'est le BCG, c'est quelque chose qui se vit. Ce sont des petites équipes, des petites squads qui travaillent ensemble sur des trucs assez intenses. Et en fait, quand tu perds ce lien-là, c'est compliqué. C'est compliqué même dans de continuer ton apprentissage. Tu développes finalement un réseau personnel à l'intérieur, et c'est ce réseau personnel qui te permet derrière de passer d'une mission à l'autre, de grandir et puis de te développer. Donc voilà, l'expérience a été teintée, j'ai appris énormément. Maintenant voilà, le Covid a fait que j'ai pas eu le cycle que j'attendais du BCG. Ok. Et on s'approche là du coup de 2025. On s'approche de 2025, donc je deviens ensuite, je retourne à mes amours de consultant, manager de transition. Ok. Et je vais dans une société qui s'appelle EFI. Donc EFFY. E2FY. Ouais. Qui fait c'est une plateforme de rénovation énergétique en ligne. Alors, je t'ai dit, j'ai fait beaucoup d'industries différentes. Il y a un fil conducteur quand même, hein, c'est que des modèles d'intermédiation. Ok. Il y a des clients d'un côté et puis des professionnels de l'autre, dans toutes les entreprises que j'ai faites. Mais effectivement, un modèle différent, très belle boîte. Je suis au 40e étage de la tour Montparnasse avec la vue sur la tour Eiffel. Merveilleux. Et voilà, je passe 1 an et demi sur une intégration entre plusieurs sociétés, une très belle équipe, une très belle culture. Et puis ensuite voilà, la mission termine et puis j'enchaîne sur une autre mission dans un groupe de communication, une agence de com qui s'appelle Altavia, sur un gros programme de transformation que je pilote. C'est une entreprise familiale de 40 ans avec un fondateur qui est quelqu'un d'assez remarquable. Et voilà, ça a été un plaisir de pouvoir accompagner pendant 2 ans cette transfo. Ok. Pas facile tous les jours, mais voilà. Et transfo, c'est quoi? Tu faisais du changement ou transfo digital ou... C'est de la transfo. Alors, il y avait d'abord de la transfo business parce qu'elle était positionnée sur un marché qui était en déclin, parce que il y avait un fonctionnement de l'entreprise qui était plus un modèle de holding qu'un modèle de groupe. Et en fait, à partir du moment où tu as des clients internationaux, ils signent un contrat avec une entité, ils veulent que dans le monde entier, ce soit le même service avec la même qualité qu'on leur délivre. Quand tu es en holding et que chaque entreprise finalement fonctionne un peu comme elle veut, tu n'es pas capable de délivrer cette proposition de valeur internationale. Donc c'est pour ça que l'entreprise avait besoin de changer pour pouvoir continuer à grandir. Ok. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai une double vie. Donc voilà, j'ai à la fois une vie d'entrepreneur, dont on parlera juste le après. but de ce podcast. Voilà, exactement. C'est l'interview la plus longue de l'histoire. L'introduction la plus longue de l'histoire. Tu m'as demandé de raconter un petit peu. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Et puis ma vie de consultant qui continue aujourd'hui. C'est dans quelle industrie là aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la food tech. Ok. Donc c'est encore un petit peu différent, mais on est toujours dans un modèle d'intermédiation. Voilà. Tu m'en as parlé tout à l'heure et on s'est fait livrer une pizza. On a mangé une pizza, les amis. Si vous nous voyez avoir des relents, si vous entendez, ne vous en voulez pas. On a mangé une belle 4 fromages livrée par cette food tech. Et donc du coup,
j'imagine que tu as un lien avec l'horlogerie? Alors le lien, il est dans le cœur. OK. J'ai grandi, avec pas beaucoup de moyens, dans une famille, où on était entourés, et cette famille, en fait, elle avait, notamment mon père, avait une passion pour les objets, pour les montres. Et encore une fois, voilà, on n'avait pas nécessairement les moyens de toutes les avoir, mais je pense que à la fois, l'un de mes frères et moi, on a été piqués par ce virus et ce goût. Et puis j'ai toujours aimé cet objet qui pour moi symbolise plein de choses. Symbolise l'héritage. Voilà, j'ai récupéré des montres de mon père quand il est décédé, et j'ai toujours eu ce lien assez fort. Ce qui fait que voilà, acheter ma première montre, ben ça a été quelque chose d'assez important pour moi. C'était pas nécessairement une très belle montre, mais en tout cas voilà, elle me plaisait. C'est celle qu'on voit là, hein? Non? Non, c'est pas C'est pas non, celle-là? non, non, c'est pas celle-là. Malheureusement, j'ai été cambriolé il y a 6 ans, OK. et donc les cambrioleurs m'ont fait faire un reset sur toutes les montres que j'avais. OK, bah, tu peux quand même nous dire si ça te fait C'était pas trop mal au cœur, la première montre que j'avais achetée, encore une fois, c'était pas une montre luxe, je l'ai fait avec mes moyens, et c'était une Seiko, Alien. OK. C'est un modèle Seiko Sportura, qui a une forme de tête d'alien, OK. et que j'avais adoré à l'époque. OK. Et puis un petit peu plus tard, voilà, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, mon frère m'a offert une Tudor, une belle Tudor. OK. Voilà, c'était une Tudor qui ressemblait je crois que c'est la Big Block, et elle ressemblait à la Paul Newman, à la Rolex Paul Newman. Elle avait même un OK. mécanisme Rolex. OK. Puis un peu plus tard, quand je me suis marié, ma femme m'a acheté une Zénith, OK, sympa. avec Tu aimes bien les chronos, du coup? J'aime bien les chronos. J'aime OK. bien les montres sport. OK. J'aime bien les montres sport. Ouais, très très clairement, voilà, c'est mes favorites. J'ai quelques montres, un peu habillées, mais je suis plus montre sport. OK. Plongeuse un peu aussi? Pas du tout? Alors, j'en ai eu, mais pas des belles. C'est plus récemment, OK. que j'en ai pris une belle. Ouais. Maintenant que les Submariners sont dispo, on t'en as Ah oui, commandé une? oui. Non, 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 non. Là, pour l'instant, en fait, justement, c'est ma vie d'entrepreneur, on va dire, représente un investissement assez important, OK. financier. OK. Donc pour l'instant, je mets de côté, Et c'était quoi la autre plongeuse, tu investissement. m'as dit, que la dernière que t'as achetée qui était sympa? C'est une Omega, Seamaster No Time to Die. C'est le côté James Bond. Moi, j'aime que les montres représentent quelque chose, représentent hem, une image, tu vois? Typiquement, voilà, la Rolex Milgauss, c'est pas nécessairement la Rolex la plus prisée, c'est pas la Submariner, c'est pas la Datejust ou la Oyster, mais je suis ingénieur, j'ai étudié, l'électricité, et en fait, cette Milgauss, elle a la petite aiguille En forme de tonnerre, en forme de tonnerre, et voilà, elle m'a séduite. elle est très, très belle effectivement, la Milgauss. Et j'aurais aimé prendre la première, mais vu son prix, voilà, j'ai pris la plus récente. OK. Qui n'est plus vendue d'ailleurs, qui Non, ils apparemment l'ont arrêté en 2023. et ben, il y a eu des rumeurs comme quoi là, au salon, Ils allaient reprendre? peut-être qu'ils allaient reprendre, la Milgauss. Affaire à suivre. Et alors du coup, tu un passionné aujourd'hui et comment tu as identifié que alors je sais pas, est-ce que tu étais comme moi? Est-ce que toi-même tu portais 2 montres de temps en temps? Ou est-ce que tu voyais des gens porter 2 montres? Ou est-ce que tu te disais, «Il manque quelque chose»? Écoute, je pense que depuis, allez, je dirais depuis, 2008 ou 2009, je dirais, quand les premières montres connectées sont sorties. OK, Je crois que j'avais une Sony, à l'époque. OK, Je mets des montres connectées, et comme j'aimais les montres, ben, je mettais les 2. OK. Donc je mettais, au poignet droit, la montre connectée, et au poignet gauche, la montre. Des fois j'en mettais qu'une. D'ailleurs le jour où je me suis fait cambrioler, j'avais une montre connectée sur moi, donc
Ils ont pris que Et les belles horlogeries. exactement. Non, parce que j'avais d'autres montres connectées qui m'ont pris aussi. Mais OK. voilà, j'en avais pas qu'une. J'en avais OK. plusieurs. Mais et donc voilà, je mettais 2 montres et puis, à un moment, tout le monde me demandait: mais pourquoi tu mets 2 montres?» Et ma réponse a été simple, je fais: «J'ai pas 2 montres. J'ai une montre et un écran sur le poignet». Premièrement. Il dit: «Oui, mais bon, les 2 donnent l'heure». Je fais: «Non, il y en a une qui donne l'heure et l'autre, elle suit ma santé, elle me permet d'avoir des notifications». C'est vraiment un ordinateur sur le poignet et ce sont 2 usages très différents. Il y en a pour moi les 2 sont aussi importants. Je suis féru de data, donc voilà, suivre mes données de santé, suivre mon sommeil, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais voilà, j'aime l'objet de la montre, donc j'arrivais pas à choisir, donc je mettais les 2 et je préparais pas un marathon. OK. Et en fait, à un moment, je me suis dit, j'en ai eu marre quand même qu'on me pose cette question. Je me suis dit: «Il y a peut-être un autre moyen». Et j'ai commencé en fait à faire quelques croquis d'un bracelet de montre, dont l'objectif, entre autres, serait de mettre sur le même poignet, une montre classique et une montre connectée. Et de ces schémas, finalement, je me suis dit: «Tiens, il y a peut-être quelque chose», et j'ai commencé à travailler, sur ce projet. OK. J'ai pris un premier designer, industriel, parce qu'en fait, il y avait des compétences que je n'avais pas. Donc j'ai investi, dans le travail, dans un freelance qui m'a aidé, à passer un premier cap d'ingénierie, à poser ce concept. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la conception, je me suis rendu compte qu'en fait, le concept de bracelet qu'on était en train de créer, c'était pas juste un bracelet qui permettait de mettre une montre classique et Aujourd'hui, ça n'existait pas, hein? aujourd'hui, alors, il existait il existait, ou il y a eu des tentatives, de faire, des montres avec de l'électronique connectée. Je dis de l'électronique connectée, Mmh. c'est-à-dire développer toute toute une électronique et l'écosystème applicatif pour pouvoir s'y connecter. Par exemple, je crois qu'il y a Montblanc qui l'a fait. Il y a Sony qui l'a fait au Japon, avec le Wena, depuis pas mal de temps. Il y avait eu une tentative également, un Kickstarter auquel que j'avais souscrit, et où j'ai jamais reçu aussi le bracelet. Mais là où tout le monde, je pense, se prenait le même mur, c'est qu'ils essayaient de redévelopper un écosystème. C'est-à-dire à la fois le côté électronique, ce que Apple, Google, Fitbit, Xiaomi font à coups de milliards, et de centaines de millions et de milliards d'investissements, et surtout l'écosystème applicatif qui permet de s'intégrer avec le cloud, avec les applications mobiles. Et tout le monde s'est pris ce mur parce que en fait, développer de l'électronique, prendre des capteurs, les intégrer dans l'électronique et le mettre dans un bracelet, c'est pas le plus compliqué. Le problème, c'est d'en faire quelque chose, dans une application et dans un suivi de données, OK. et de l'interconnecter avec le reste de l'industrie. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, Laissons, ouais, les spécialistes. voilà, laissons les spécialistes comme Apple, Google, Fitbit, et Garmin, cetera, Samsung, Garmin, faire leur travail, d'accord? Laissons Rolex, Omega, Tudor faire leur travail, et j'ai essayé de trouver le lien entre ces 2 univers. J'aime pas faire de compromis, je voulais pas faire de compromis là-dessus non plus. OK. Et donc en avançant sur le concept, je me suis rendu compte que le concept de bracelet que j'étais en train de mettre en place, c'était plus un concept de bracelet modulaire. J'aimais bien les Lego quand j'étais petit, et en fait le fait de pouvoir assembler, un bracelet, et de pouvoir le composer, finalement à la volée, ça me semblait pas mal. Et parmi les modules, il y a certains modules qui étaient des modules connectés, un module pour l'Apple Watch, un module pour la Pixel, un module pour le Whoop également qu'on est en train de développer. Le Whoop qui est en train de faire un carton justement aux États-Unis. Également le Fitbit Charge,
pour pouvoir vraiment l'intégrer dans cet écosystème. C'est quoi le Fitbit Charge? Il fait quoi? Le Fitbit Charge, c'est un bracelet, un bracelet connecté. Comme un Whoop, en fait, c'est un concurrent de Whoop? Alors, oui, mais il a un écran. OK. Le Fitbit Charge a un écran, le Whoop n'a pas d'écran. Et le Fitbit Charge, par exemple, il permet de faire du paiement, même si l'expérience est super compliquée, où il faut saisir un code à 3 chiffres avec des petites roulettes, etc. Tu peux faire du paiement avec le Fitbit Charge. C'est beaucoup plus simple avec l'Apple ou avec l'Apple Watch ou la Pixel. OK. Et donc, du coup, nous vous présentons Smartlet, du coup, qui est ton bébé. Exactement. Donc voilà, donc c'est ce concept modulaire pour lequel en fait au fur et à mesure, on a commencé à voir qu'il y avait de l'innovation dedans et j'ai déposé un brevet OK. sur le système de connectique. Donc finalement, prends une montre classique qui a un entrecorne de 20 ou de 22 millimètres. Dans les C'est la montres, majorité, c'est 80% des montres des OK. montres pour hommes aujourd'hui font 20 ou 22. OK. Le reste c'est soit du spécifique, soit plus grand, soit plus petit. Mais voilà, on a 90% du marché. On enlève le bracelet de base. C'est probablement l'opération la plus compliquée OK. parce qu'ils font le nécessaire pour pas qu'on les enlève. OK. Mais ça se fait bien. Et on place en 2 secondes ce connecteur là. OK. Qui permet en fait de rendre la montre compatible avec Smartlet. Faut juste retrouver les petits trous. Alors, pendant que tu retrouves le petit Ouais, trou, Smart, pourquoi Smartlet, du coup? Alors parce que pour Smart et Bracelet. Bracelet, OK, Voilà. Smartlet. Smartwatch, Tu me l'as dit, bracelet, hein, on s'est rencontrés à un dîner sur des montres vintage où tu me l'avais expliqué, mais j'avais oublié d'où venait le. Voilà. Donc voilà. En tout cas voilà Je ferai des images dans la caméra bien est sûr. trop loin. Donc Je voilà. ferai des images Bien où sûr. on sera plus. En tout cas, voilà, le bracelet étant placé derrière, avec ce système de connectique breveté, OK. on peut. C'est du clip. clips. Exactement, on clip. Et pour pouvoir derrière le libérer, en fait, il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps. OK. D'accord? Si tu appuies que sur un bouton, en fait, ça ne libère pas OK. la, ça ne Donc libère pas c'est la montre. sécurisé. On n'a pas peur. Exactement. Voilà, il y a vraiment rien à craindre là-dessus. OK. Et ensuite, pour le mettre, c'est relativement simple. Moi personnellement, je mets quand je mets une montre, je la cale sur moi. Là, c'est exactement la même chose. OK. On met- Merveilleux. Voilà. Et donc du coup, David porte son Apple Watch et sa Milgauss du coup au même. Exactement. Et tu mets l'Apple Watch en dessous parce que L'Apple Watch en dessous. Ouais. OK. Mais OK. je peux aussi la mettre au-dessus. C'est-à-dire, il y a également un usage, voilà, qui peut être sympa. C'est effectivement, on peut avoir peur aujourd'hui de mettre des montres un petit peu chères dans la rue à Paris. Bah, quand on marche dans la rue ou quand on est dans le métro, en fait, on peut mettre Tu mets l'Apple la Watch Milgauss en bas. au-dessus OK. et la Milgauss en dessous. Et voilà. Et donc voilà. Donc les gens voient plutôt voient le recto et voient le verso et pas le verso, le recto et pas le verso. Pardon. OK, incroyable. Et t'as d'autres use cases du coup sur lesquels tu as réfléchi ou sur lesquels des utilisateurs t'avaient dit ça serait sympa sur ce type de bracelet? Alors il y a d'autres use cases. Alors Je me permets. bien sûr, vas-y. Moi il y a un use case auquel j'ai pensé, mais bon en fait je vais vous partager un petit peu. Dans le concept, je me suis dit OK, mais si je vais aller en soirée et que je veux pas mettre mon Apple Watch, je fais quoi? Eh ben j'ai prévu en fait un bijou, OK. d'accord, qui permet en fait de venir remplacer l'une des 2 montres. Donc OK. il peut remplacer en fait, si je veux pas dormir avec ma Rolex, mais que je veux dormir avec mon Apple Watch, je peux. Tu peux remplacer la Rolex Voilà. par le bijou. Exactement, la OK. Rolex par le bijou. Si je veux aller en soirée et que je veux pas mettre l'Apple Watch, je peux remplacer l'Apple Watch par le bijou. OK. Et pareil pour faire du sport, même si en toute franchise la plupart du temps personne ne met de montre pour faire du sport à part le fitness, mais même là en fait tu vas pas mettre un bracelet en métal pour faire du sport. Non. Tu mets un bracelet en gomme. Ouais. Donc moi les vrais sportifs que je vois, ils ont une montre à part pour faire du sport. Ça c'est vraiment un produit pour tous les jours. C'est un produit que tu peux mettre au quotidien pour aller au bureau, pour vivre ta vie, pour dormir aussi.
pour suivre ton sommeil. Mais et ça peut marcher pour le sport. Maintenant, je sais très bien que les gens qui font du sport, soit ils ne mettent pas de montre, soit ils vont mettre une montre avec un bracelet en gomme. OK. Donc voilà. Alors dans les use cases un peu sympas qu'on m'a demandé, c'est mais est-ce que je peux mettre 2 montres? Ben oui, tu peux mettre 2 montres si tu veux. Tu peux mettre une Omega face et une Rolex au dos. Tu Ah peux oui, mettre c'est 2 vrai que Omega, etc. non, ouais. Pour les malades de données de santé, parce qu'ils se disent ben ouais, il y a Apple, mes données elles sont chez Apple, et Google, mes données elles sont chez Google. Bah tu peux mettre ou tu peux mettre un Whoop et une Apple Watch. OK. Par exemple, tu peux mettre une Garmin à partir du moment où elle a un entre-couronne de 20 ou 22 sur le dessus, et une Apple Watch ou un Whoop en dessous. OK, et tu peux même comparer les datas, du coup, des 2 Exactement, en analysant et te dire exactement. et tu peux, c'est fou, c'est incroyable Donc ce voilà, donc ça fait partie des use cases. Maintenant, si je te parle de la vision ultime, c'est pourquoi pour moi le bracelet va au-delà de ces modules connectés, qui sont le côté un petit peu sympa dont on parle aujourd'hui, c'est que je pense que l'industrie horlogère, les bracelets de montre aujourd'hui, euh, n'ont pas vraiment innové depuis des années. Et ce que je souhaite en fait, c'est que le bracelet de montre devienne un accessoire pour l'homme, et peut-être demain pour la femme également, à part entière. Mon objectif, c'est que dans ce bracelet modulaire, on puisse avoir une partie en cuir, c'est-à-dire le connecteur côté montre en cuir, qu'on puisse avoir le bracelet en tant que tel en carbone, et qu'on puisse avoir la partie bijou en titane, si on veut, Mmh. OK. et qu'on puisse comme ça composer, changer les couleurs et adapter finalement le bracelet à tes envies. OK, et Et donc, où est-ce qu'on trouve ça du coup? Où est-ce qu'on trouve moi si je veux un alors, bracelet là comme ça, aujourd'hui, tu as le proto entre les mains. OK, Donc voilà. Je suis en train de me charger de la production, justement. Il est en précommande sur le site. OK. Je vais probablement C'est quoi le site, l'URL du site? smartlet.io. Smartlet.io, OK. Donc tu as Smartlet.io. choisi plutôt le côté smart, hein? Alors, c'est les smartlet.io. Voilà, c'est les 2. Mais ouais, sur le Sur le nom, point .io, sur le point .io, on est plus start-up, numérique là. je t'avoue que le .com était pris et coûtait une tonne. OK, Donc voilà, OK, OK. mais C'est mon obsession ça, les noms de domaine. Je vais essayer de te ouais. trouver un nom de domaine, mais smartlet.io pour l'instant pour précommander. Exactement, Ça coûte combien? pour précommander. Alors, le prix public, c'est 349, et j'ai une promotion de lancement à 299 €. OK. OK, OK. Et où tu as à la fois le bijou, le bracelet avec le bon nombre de maillons pour ajuster, et puis un petit outil à la fois pour placer les maillons. Les maillons sont vissés en fait, et le mettre à ta taille, et puis également pour retirer le bracelet de la montre. OK, et là aujourd'hui, tu peux répondre à 90% du marché sur, tout ce qui est, smartwatch et horlogerie, de luxe? Alors c'est 80. Alors pour les montres, pour l'instant le premier modèle, il est en métal. OK, Donc il est en inox d'horlogerie, vraiment le standard OK, de l'horlogerie. Il est plus adapté en termes de design à des montres sport pour hommes. OK, Donc les cibles, c'est effectivement Omega, Tudor, Zenith, Tissot, certains modèles de Rolex. OK, On est sur ce genre de montre entre corne 20 et 22. Ça, c'est la première, le premier élément. Et ouais, côté smartwatch, ça marche avec les Apple Watch, les petites Apple Watch et les Apple Watch de taille moyenne. Ça marche avec les Google Pixel, les Google Pixel. Ça marche avec les montres, quasiment toutes les montres Samsung connectées, OK, les Xiaomi. Je suis en train de faire un connecteur pour le Whoop. Il y a le connecteur pour le Fitbit Charge également. OK. Donc voilà. Tout ce qui va marcher avec un entrecorne de 20 ou 22 en montre Donc connectée va là, marcher demain, nativement. là aujourd'hui, quelqu'un porte une Explorer et un Whoop de l'autre côté, il va pouvoir libérer son poignet droit. Exactement, pour pouvoir mettre Une des 3e vrais. montre. Alors une troisième montre, mais surtout, la réalité, c'est que les bijoux sont devenus un peu plus genderless OK, qu'avant, et les hommes, moi, par exemple, moi, je mets des bracelets à la main droite. OK. C'est aussi pour ça que je voulais libérer mon poignet droit. C'est pour pouvoir aussi avoir un petit peu de bracelet
à mettre. OK. Et du coup, ça, en développement, ça met combien de temps, ce que tu as fait? Alors pour arriver au prototype final, là que tu as entre les mains, ça a mis à peu près, 2 ans. Alors pas parce qu'il y en a pour 2 ans de travail, mais parce que, Parce que tu as une autre vie aussi, je l'ai fait sur fonds propres et que ouais, j'ai une deuxième vie à côté. soirée week-end, quoi. Exactement, c'est du soir et week-end et puis c'est du financement, perso. Et puis on est arrivé, je suis arri le brevet a été déposé, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, au niveau européen et puis, là j'ai démarré, une phase de pré-commercialisation, en décembre. Et OK. voilà et je pense et je t'ai dit je vais basculer à la campagne de précommande sur Kickstarter à mon avis en avril, OK. en avril. OK, donc Sachant que mon objectif c'est vraiment de livrer, de livrer, en mai, ah oui, les donc c'est vraiment clients. une campagne éclair, quoi. Tu C'est une campagne éclair en fait, moi j'ai été assez, j'ai fait pas mal moi j'ai participé à pas mal de campagnes Kickstarter en tant que client. Il y a des produits que j'ai reçus, il y a des produits que j'ai pas reçus et je voulais m'assurer en fait en faisant cette campagne Kickstarter ou en faisant cette campagne de tu allais faire précommande partie de ceux qui de allaient livrer. recevoir un OK, d'accord. De livrer. Parce que je veux pas faire de déçus. Donc j'ai pris un risque financier, entrepreneurial de prendre finalement à ma charge le développement du produit. OK, la Mais première prod. voilà, je veux en tout cas, satisfaire les clients et Là, tu as lancé un batch de combien d'unités? Tu sais, tu peux le dire alors ou? je vais lancer, alors là j'en suis à la fabrication OK, des moules, OK, le batch je suis en train de l'ajuster, je pense que je vais faire un batch entre 500 et 1000 unités, dans un OK, premier temps. OK. Puis je verrai, j'ajusterai, une fois que les moules sont faits, le cycle de production va beaucoup plus vite. Le Mmh, problème c'est mmh, mmh. voilà, c'est toute la conception, des moules et du Et golden. c'est quoi les métiers, du coup, des moules? Bah, c'est l'usine en fait qui, Ouais, c'est quoi? C'est des chaudronniers qui font les trucs? Non, c'est ah, quoi? je t'avoue, je ne saurais pas OK, je ne saurais pas OK, te OK. dire, mais Tu produis où? alors c'est produit en Asie. OK, C'est pas alors je vais le dire, c'est pas pour le prix, OK. c'est qu'aujourd'hui en fait, ce sont eux qui ont les compétences, Ouais, je crois que pour tu es le faire de deuxième à me le l'horlogerie. dire, Non mais faut le dire parce qu'il y a il y a une image de, low des cost, produits, des produits, low cost, produits en Asie et en réalité aujourd'hui, la compétence elle est là-bas, sur des produits d'horlogerie. Il y a des mécanismes assez fins à l'intérieur du bracelet pour, maintenir, pour s'assurer que ça s'ouvre, que ça se ferme, que ça tient. C'est des petites pièces, il y a des niveaux de tolérance, relativement faibles sur la taille de ces pièces et en fait, il y a un point, c'est il y a qu'eux qui savent faire aujourd'hui. enfin, oui, qui reste une industrie, Exactement, qui ont une industrie, qui ont la capacité de production, et la réactivité là-dessus. OK. Et non, non, incroyable. Et donc, et alors, comment on fait un proto, du coup, si tu avais pas les moules à ce moment-là? Alors, les protos sont faits à la main, c'est-à-dire moi on a fait, j'ai pris, après le premier designer, j'ai pris un deuxième designer qui a fait finalement qui lui-même a fait sa propre marque de montre. OK. Donc qui m'a permis de finaliser, on va dire justement, là où on bloquait avec l'autre ingénieur qui était plus, qui était vraiment sur la partie ingénierie pure. Mmh. On est passé vraiment sur de la partie plus horlogère avec ce deuxième designer avec qui je travaille toujours. Et une fois que les plans sont faits en 3D et qu'on a le modèle, derrière en fait, il faut travailler avec un prototypeur. Et un prototypeur en fait, il fait chaque petite pièce à la main, unitairement. OK, ouais, donc là, c'est le Voilà, prototype, il coûte 8 000 €, quoi. presque. OK. Ouais. OK, OK. Ah oui, c'est du fait main, C'est du fait main et il y en a pas eu qu'un de prototype parce que avant d'arriver à une itération, comme tu as des mécanismes, d'ouverture, de fermeture, tu as besoin en fait, tu ne peux pas le faire en impression 3D. En impression 3D, en fait, il tient pas le choc, mmh. sur l'ouverture, la fermeture. Faut vraiment tester. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis 6-7 mois au poignet. Voilà, je suis, sûr, de sa robustesse. OK, tu le Donc portes au quotidien? je le porte au quotidien, ouais. OK. Bah, Bah, écoute, moi en ce moment parce que, il y a pas mal de démos, de séances photos et cetera qui sont mmh. faites, donc j'essaie de le préserver, mais sinon oui, je l'ai porté au quotidien, pendant presque 6 mois.
je suis en train de tomber amoureux de la Milkos, en fait. Plus je la regarde, plus je me dis qu'elle est vraiment cool. C'est quoi le diamètre? C'est un 40, hein? 40 ou 34? C'est un 41, je crois. OK. Bah, elle fait pas, Je veux pas te si dire de grosse que bêtises. ça, elle est vraiment belle. Elle est épaisse, mais voilà. En tout cas, moi, voilà, j'hésitais entre celle-là et l'Explorer, et en fait, c'est l'aiguille en éclair qui m'a eu. Ben, je Donc, voilà. comprends. Et du coup, en smartwatch, Apple Watch, évidemment. La smartwatch, c'est Apple Watch. Ouais, OK. c'est. T'as un peu testé Android, tout ce que faisait. J'ai été pendant longtemps sous Android. OK. Très longtemps, j'ai été sous Android. Mais en fait, à partir d'un moment, tu veux, moi, je suis très geek je teste tous les nouveaux trucs qui sortent. Donc, Mhm. à partir d'un moment, en fait, même quand t'es geek, tu veux du simple. OK. Tu veux un truc qui soit simple, et en fait l'écosystème Apple, il est simple. Ouais. J'ai mon ordinateur, j'ai mon iPhone, Ah ouais, j'ai non, mais moi, mon c'est comme ça truc. qu'ils m'ont eu Voilà, sur le transfert des documents, par exemple. transfert des documents, le copier-coller qui marche de l'un vers l'autre. Et bah, bravo. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette pré-aventure entrepreneuriale? Puisque du coup, là, le marché n'a pas été encore testé réellement. Il a été un petit peu testé. Maintenant, c'est un peu un leap of faith. OK. Je suis pas Donc familier avec ce c'est un leap of saut faith. c'est un saut dans le vide, en OK. fait. Voilà. Donc je me lance. OK. J'y crois vraiment. Moi, ce qui me rassure, c'est que je vais rencontrer des gens qui vont venir de l'industrie du luxe, qui vont venir de l'industrie de la montre, et qui vont me dire mais c'est génial. Et en fait, juste ce mot-là, en fait, même si ça te rapporte rien, Oui, oui, bien sûr. ça te donne la confiance du fait que voilà, c'est une idée qui mérite de vivre. Après, c'est une idée qui est très clivante. C'est un projet qui est très clivant. Tu vas avoir les collectionneurs de montres qui ont 300 montres, qui changent de montre plusieurs fois par jour. On en avait un à table Ouais. avec nous pour les faire tourner. Alors eux, évidemment, ça va pas être un produit pour eux, parce que Mhm. eux, ils veulent le bracelet d'origine, ils veulent mettre ils veulent mettre la montre chacune avec un bracelet. Puis tu vas avoir des gens qui eux vont se dire mais j'ai pas besoin de deux montres, encore une fois. OK. Où ça va comment te dire, les idées préconçues, ça va être lourd. Je vais abîmer mon Apple Vas-y, Watch. donne-nous tous les défauts là que les gens t'ont sortis. Voilà, voilà, ça va être lourd. Alors, OK. je peux te dire que tu prends le bracelet d'une Rolex normale, et tu le pèses. Tu pèses le Smartlet avec l'Apple Watch, Je pense qu'on n'est pas très loin parce que et on effectivement, quand est. j'avais dans les Ouais. mains la Mingos et Non, que mais je sentais l'Apple Watch ouais, de l'autre côté, enfin l'Apple Watch ne pèse rien en fait. elle pèse 30 grammes. OK. Donc je l'ai pesé, et encore, tu as, et un Fitbit, ça pèse 15 grammes, Oui, je pense que un celle-là, Whoop également. la Voilà, celle-là, Keeprun, elle est encore plus légère. Donc, en fait, c'est le même poids, voire plus léger des fois. La deuxième chose, ça va pas être confortable, parce que l'Apple Watch ou le truc est un peu est plus large. En fait, la réalité, c'est que ça vient dans le creux du poignet et que tu la sens pas. mmh. Donc tu ne sens rien. Ça ne gêne absolument pas. Mais pour ça, faut l'essayer. Ou faut me croire, ou faut l'essayer. Et la plupart des gens à qui je fais essayer, tu l'as essayé toi d'ailleurs, et en fait, ça ne gêne pas. La troisième chose qu'on va te dire, c'est je vais abîmer mon Apple Watch. Alors je t'assure que tu ne l'abîmeras pas plus qu'à la plage avec le sable, ou en la cognant contre un mur. Mmh. Voilà, c'est pas une table, c'est pas une surface plane qui va abîmer plus une Apple Watch. Vraiment, moi j'ai l'habitude de dire tu la protèges des murs. Tu l'exposes aux tables, mais tu la protèges des murs. Je pense qu'on a tous abîmé des montres sur un mur, Alors regarde. et ça fait bien mal. Mmh. Donc voilà. Donc voilà à peu près toutes les idées préconçues qui viennent. Et je pense, voilà, c'est un produit qui se vit, il faut l'essayer. Vraiment, c'est un produit qui est agréable.
Moi aujourd'hui, des fois que voilà, quand je mets une autre montre, etc., ça me manque de pas pouvoir de temps en temps regarder mes notifications sur la montre de façon un peu plus discrète. Ça me manque de pas savoir combien C'est de vrai que pas du coup, j'ai on est plus fait. discret, Ouais, en regardant dans le creux de la main, c'est voilà, tu t'es plus discret, t'as pas besoin de faire comme ça et de montrer à la personne. Voilà, t'es comme ça, tu regardes, tu vois qui t'appelle, t'as pas envie de prendre, tu laisses. Euh, donc aujourd'hui, ouais, je vais pas te dire que j'ai développé une addiction, mais j'ai compris voilà, la proposition de valeur me correspond à ce que je recherche. OK, et le pricing, tu l'as établi comment? Le pricing, je l'ai établi pour autour de deux raisons. Un, j'ai regardé le marché. Bien, j'ai regardé les bracelets de montre. Alors tu vas regarder les bracelets de montre constructeurs, ils vont coûter entre 800 et 2000 euros, bracelets en métal. Tu regardes un petit peu les bracelets sur mesure en cuir, etc. Eux, ils sont aux alentours de 500 euros, entre 300 et 500 euros. Tu vas avoir également les bracelets en gomme qui sont très utilisés sur des montres de luxe avec d'autres marques qui en développent. Pareil, tu vas être entre 200 et 300 euros. Donc j'ai fait ce benchmark et puis je me suis positionné surtout pour pouvoir aussi m'appuyer sur un réseau de distribution demain. OK. Parce que quand tu développes ce genre de produit et que ce sont des produits qui se vivent et qui s'expérimentent en fait et qui doivent se placer qui doivent être placés sur la montre. Il y a des gens qui sont pas confortables d'enlever eux-mêmes un bracelet. Mmh Ils mh, ont peur. mmh mh, mmh. Donc voilà, moi j'ai besoin je peux avoir besoin demain d'un réseau de distribution physique qui va assurer la distribution. Donc le pricing il a Ouais, été je pense fait que par rapport à tout ça. la démo vend, en fait, La démo vend en fait, la démo vend. En général, je t'ai dit, j'ai si j'ai 3 détracteurs en face de moi, il y en a 2 sur 3 que j'arrive à convertir en essayant. mmh. Et il y en a un que j'aurais jamais parce que c'est le puriste, le collectionneur qui déteste les Apple Watch. Donc voilà, Mais je pour pense le qu'on est reste, très, très nombreux à aimer les 2, je pense ouais. aussi. Je pense aussi qu'il y a un marché C'est ton il y a un hypothèse, en marché tout pour les cas. 2. C'est l'hypothèse, c'est là-dessus que j'investis. Est-ce que t'as un peu étudié le sujet, toi? Est-ce que t'as regardé un peu en quanti, ce que ça donnait, Alors j'ai regardé en fait, qui a, une Rolex et son Apple Watch? alors dans mon réseau déjà, à travers des discussions, tu vas avoir trois types de personnes aujourd'hui. Tu as des personnes qui mettent plus que leur Apple Watch et Bien qui ont sûr, des très belles montres au coffre, c'est vrai. et j'en connais plein, et qui disent ah c'est dommage j'ai une belle GGR, c'est dommage j'ai une belle Omega là-bas. Tu vas avoir un deuxième archétype de personne qui va être la personne qui met sa montre, mais qui se dit ça a l'air pas mal l'Apple Watch aussi, hein, même s'il le montre pas. Mmh mh, mmh. Et puis t'as de plus en plus de personnes qui mettent les deux. OK. Et puis bon, t'as un quatrième archétype, ceux qui mettent pas de montre du tout. Ce- On peut Voilà, rien ils faire sont pour eux. clients de personne, du coup, Voilà, exactement. Mais il y en a également. Donc déjà dans mon réseau, il y a ça. Après, j'ai regardé le marché parce qu'il faut de la data, faut regarder le marché. Je crois qu'en 2023, il y a de mémoire, il y a eu 60 millions de montres connectées qui ont été vendues, mmh mh. dont la moitié était de l'Apple Watch. Et c'est un Ils font marché. 50% du marché, Apple? Ouais. OK. Et sur ta montre connectée, pas si tu prends montre et bracelet connecté, t'es à 140 millions OK. vendus. C'est quoi un bracelet connecté? Les Fitbit Charge, Huawei Band, Xiaomi, OK. voilà, Ah oui, c'est oui, pas oui, une OK, montre c'est des trucs connectée, un c'est plus fin, peu, plus fins, OK. c'est plus fin. Et tu vas être sur un marché qui croît de 15% par an sur les 5 prochaines années. OK. De l'autre côté, en termes de montres, si tu prends les montres premium, c'est-à-dire des montres, allez, on va dire, on va pas placer la barre au-dessus de 2 500 euros, ou 2 500 ou 3 000 euros, tu vas avoir à peu près, tu vas avoir entre 1,5 million et 2 millions d'unités qui sont vendues chaque année, neuves. OK. Euh, C'est pas l'air beaucoup. non, c'est pas beaucoup, mais la moitié c'est Rolex. OK.
Donc voilà, Rolex c'est 1 million et je crois que tu vas avoir Omega, et le groupe à 500 000 et puis après les autres marques en fait Ouais, ce donc sont des vraiment ton persona à toi, ton hypothèse, c'est vraiment le gars qui a une Rolex et une Apple Watch. qui a pour moi non moi mon persona c'est le mec qui a une Omega et une Apple Watch en réalité. Ok. Les propriétaires de Rolex en fait ça va pas être tous les modèles parce que une personne qui a une Rolex avec un bracelet jubilé ou un bracelet Oyster ou un bracelet président, il va pas le remplacer. Hmm. Donc, à moins qu'il soit vraiment séduit par la proposition de valeur et qu'il ait envie d'avoir l'Apple Watch. Mais les propriétaires d'Omega vont beaucoup plus changer le bracelet. Tudor aussi, Zenith aussi. Tu vas avoir les Tag Heuer aussi. Hmm. Tag a même fait des montres connectées. C'est vrai que chez En Rolex, l'occurrence. le bracelet quand même est quand même assez. Il fait partie, Il fait partie de du l'expérience. design. Et pareil, en fait, voilà, sur une, à moins de faire un partenariat avec Rolex. Voilà. Si vous Voilà, écoutez, si vous nous entendez. Pareil, tu as les Audemars et les Patek. Le bracelet, déjà, est c'est un connecteur spécifique. Ça fait partie du design de la montre. Personne va dénaturer une Nautilus oui. là-dessus. Et que ce soit avec Smartlet ou autre chose. Hmm. C'est pas particulièrement le bracelet, le bracelet que j'ai développé là-dessus. C'est n'importe quel bracelet, Hmm. en réalité. Les gens changent un peu plus, par exemple, les bracelets sur les Daytona. Ah bon? Ouais. Ok. Sur les Dayto, ben tu peux aller voir hein, sur les sites concurrents, ils mettent des bracelets en gomme, pas mal. Ok. Moins des bracelets en métal, c'est vrai. C'est pour ça que je pense que voilà, je vais vraiment avoir une petite partie de l'audience Rolex, mais il y a plein d'autres marques. T'as les Seiko aussi, Ouais, qui c'est peuvent être commode. ouais, Oui. les Seiko Mode qui Aucun peuvent problème. être ok. Donc t'as ce marché-là. Donc t'as à peu près 2 millions d'unités, 2 millions d'unités par an qui sont vendues. Et pareil, c'est un marché qui croît de 5% par an sur les 5 prochaines années. Et là-dessus, je ne mentionne pas le vintage. Bien sûr. Parce que Oui, tu oui, vas bien sûr. avoir, je sais pas, je vais te dire peut-être 100 millions, Oui, oui, de bien sûr. montres vintage qui sont partout et sur lesquelles les gens changent les bracelets Mmh. de façon Ouais, mais plus c'est vrai simple. que du coup, sur une montre de luxe, il y a moins d'obsolescence programmée, donc Exactement. du coup, les gens gardent leur belle. Ah, tu vois, je viens de me commander une montre vintage pour la OK. mettre avec Smartlet. OK. C'est une Seiko OK. des années quasiment de l'année de ma naissance. C'est le modèle Darth Vader. Dark OK. Vador. Donc elle est en forme de casque et elle a vraiment un design un peu futuriste sympa et je suis sûr qu'elle passera très bien avec Smartlet. Bon, bah, les amis. Donc t'as vraiment un marché. Et la réalité, c'est que moi dans le business plan et dans la façon dont je souhaite développer le concept, je pense que voilà, je peux faire une belle boîte et un beau projet en vendant peut-être à 2-3 ans d'ici, peut-être entre 50 000 et 100 000 par an de bracelets. Ce qui est pas énorme par rapport à la taille à la taille du marché en tant que tel. Et tu serais 100% digital, du coup, dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, 100% digital. Mais Dans un deuxième mais temps, du coup, il faut les réseau de dépôts. distribution, OK. réseau de distribution physique, donc faut du stock et faut du dépôt vente ou faut de l'achat avec un réseau de distribution Ou physique. un truc physital, comme ils Voilà, disent. exactement. Après, pour moi, il y a aussi un relais. J'ai bon espoir que d'arriver à convaincre des fabricants de montres de faire des partenariats. OK. Voilà, que ce soit des micro-marques ou des marques plus importantes pour développer. J'ai même discuté avec une marque américaine, une petite micro-marque américaine qui fait des divers, qui voulait développer un bracelet en métal. Et mais c'est vrai que le price point de sa montre était un petit peu bas, Mmh. donc on n'arrivait pas à trouver un moyen de l'intégrer. Mais lui, il était prêt à dire, ok, j'arrête de développer mon bracelet en métal et j'intègre Smartlet dessus. OK. Ça a été vraiment une question de prix qui a fait qu'on n'a pas fait. Voilà. Mais merveilleux, les Et amis. voilà. Et pour moi, le point ultime derrière, c'est de pouvoir faire deux choses. Première chose, de faire des bracelets avec des designers. OK, bien sûr. Collab. Voilà, collaboration avec Stark ou avec des designers. Faire des bracelets sur la base de licence.
le bracelet, le modèle Smartlet Star Wars ou autre. Je suis sûr qu'il peut y avoir des clients sur des Toi le sur des premier, j'imagine. moi le premier. Ouais, mais je suis né le 4 mai, c'est May the Fourth. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. C'est la Saint Star Wars. Je suis né Star Wars, le Star Wars Day, donc effectivement. Et puis au-delà de ça, je pense, j'aimerais aussi développer du sur-mesure, c'est-à-dire que si quelqu'un demain le veut en or avec des diamants, pouvoir lui faire. OK. Voilà. OK. Smartlet.io les amis. C'est en précommande. Du coup. C'est en précommande, voilà, et 299 €. Exactement. TTC. Ouais, TTC. TTC et tu veux livrer en mai. Et l'objectif, c'est de livrer en mai, ouais. Mai 2025. Ouais. Je sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast, mais voilà, si vous êtes dans le futur et après, c'est que ce sera peut-être déjà dispo Exactement. ou sur Kickstarter ou en vente dans votre AD préféré. Si tu as trouvé ton réseau de distribution, on l'espère à ce moment-là. J'espère bien. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question, David? Non, honnêtement, je peux peut-être te dire un petit peu où je veux amener. Pour Bien moi, sûr, en fait, bien sûr, bien sûr. ce produit, c'est le premier, c'est le premier produit physique que j'ai créé, parce que moi, j'ai plus fait des produits digitaux jusqu'à maintenant. Mais l'idée pour moi, c'est derrière de monter vraiment un studio qui crée des produits OK. pour hommes qui allient la technologie et la tradition. Donc T'as d'autres voilà. idées déjà? J'ai quelques petites idées en tête. OK. Est-ce qu'il y en a une que tu pourrais partager ou ça reste encore dans ta tête? Ça reste encore dans ma tête, OK. mais voilà. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment de pousser le concept plus loin et de Alors continuer sans à nous donner mélanger l'idée, technologie et à quel pain tu voudrais répondre? Alors ça va être un pain, de design, OK. une volonté d'avoir des produits uniques. OK. Donc voilà. OK. En petite série, et pour hommes plutôt. OK. Voilà. OK. Très clair. David, merci beaucoup. Merci pour ton accueil Merci à toi. dans ton bel appartement parisien. Smartlet.io les amis. Ah non, j'aime bien poser la question et que tu nous proposes un livre, un bien culturel, Est-ce que toi, dans ta vie, il y a un truc qui t'a changé la vie? Est-ce qu'il y a une référence, une interview, une chanson, un livre, un film que tu as vu qui t'a vraiment inspiré et qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui? Enfin, tu estimes que ça a été vraiment deal breaker ou enfin en tout cas ça t'a life changing, ça t'a changé la vie? Alors je dirais pas life changing, mais un petit peu parce que finalement c'est ce qui m'a permis de choisir le prénom de mon fils. OK. En fait, quand j'étais aux États-Unis pour la première fois, j'ai pris un livre qui s'appelle Belle du Seigneur, OK. et d'Albert Cohen, et c'est un livre, voilà, dans lequel j'ai trouvé le personnage absolument incroyable. OK. Charisme, présence, intelligence, et je pense, voilà, c'est un personnage qui était à la fois emblématique et puis en même temps torturé. Et en fait, j'ai adoré la profondeur de ce livre, de ce personnage, et c'est pour ça que j'ai appelé mon fils d'ailleurs, OK. qui est le personnage principal là-dessus. OK. J'allais te faire deviner les auditeurs et leur dire de mettre le prénom Pardon, du héros. Non, c'est pas excuse-moi. grave. Peut-être qu'on le bipera. Peut-être que je le biperai. Voilà. On verra. Mais du coup, mettez-nous du coup la Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. De Albert Cohen. D'Albert Cohen, voilà. OK. Pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire le prénom. Bon, je vais essayer de biper. Il faut que je trouve le bip dans la. Merci à toi, David. Je vais pas te prendre plus de temps. Merci. C'était un réel plaisir. En tout cas, moi, je suis convaincu. Si vous l'êtes, les amis, n'hésitez pas. Smartlet.io. Salut à toi. Merci Très vite. beaucoup. Bonne À soirée. bientôt. Salut à tous. Et ah non, pas salut à tous. Les amis, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un petit 5 étoiles là où vous êtes et nous mettre un petit commentaire avec le prénom du héros de Belle du Seigneur de Albert Cohen. Salut à tous.